Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire, Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Harvey, bienvenue à cette émission des Îles au trésor. Cette semaine, pour notre dernier rendez-vous, nous complétons notre visite de l'île aux Basques. Avec son gardien Jean-Pierre Rioux, nous y découvrirons pourquoi le peuple basque fréquentait l'île. M. Rioux nous parlera aussi des propriétaires des lieux, la Société Provencher d'histoire naturelle. Nous retrouverons une dernière fois nos chroniqueurs Mireille Poulain et Jean-David Viel. Pour joindre l'île aux Basques, il faut s'y faire conduire par son gardien Jean-Pierre Rioux. Le capitaine vous y mène au départ de Trois-Pistoles, à bord du Léon Provencher. Ce dernier était curé, mais aussi grand naturaliste. C'est pour lui rendre hommage que les visionnaires, amants du développement durable, ont donné son nom à l'organisme à but non lucratif, propriétaire et responsable de la gestion de l'île, la Société Provencher d'histoire naturelle du Canada. L'endroit ne s'appelle pas l'île aux Basques par hasard. Si d'une année à l'autre, les touristes y séjournent pour s'y retrouver en harmonie avec la nature, il n'en fut pas toujours de même. À une certaine époque, l'île était assez animée. Les rumeurs d'une occupation par le peuple basque étaient importantes. Encore fallait-il le prouver. Mon nom est Jean-Pierre Rioux, je suis gardien de l'île aux Basques. On appelle l'île aux Basques à cause de la présence des Basques qui ont occupé le territoire ici pendant près d'une quarantaine d'années. C'était comme des oui-dire ou des entendus dire de génération à l'autre. Et scientifiquement parlant, il fallait le démontrer pour avoir une certitude de ce qui se disait. Alors, c'est ce qui fait que dans les années 1664, alors que le père Henri Nouvel, jésuite, était avec les Papinachois ici et les évangélisait pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, les Indiens vivaient dans le sud du territoire et au printemps, ils revenaient ici. Or, le mois d'avril 1664, le Père Nouvel débarque sur l'île avec des Papinachois et voit des fourneaux. Et décrit dans sa relation de jésuite que je vois des fourneaux sur l'île, et on l'appelle l'île aux Basques, et les Basques venaient dépasser les baleines ici. Alors ça, le jésuite écrit ça, et cet écrit-là est resté marqué. C'est ce qui comme confirmait que les Basques étaient venus sur l'île, mais il n'y avait rien de scientifique. La Société Provencher achète l'île en 1929. Sévio Dumas, qui est un historien renommé de Trois-Pistoles, qui a fondé la Société historique de Québec, lui a écrit beaucoup sur la présence des Basques ici dans l'estuaire, et le frère René Bélanger aussi, qui était religieux, curé aux Escoumins. Et eux avaient comme une sensibilité, une connaissance des lieux, mais il n'y avait rien de scientifique. Peu importe, l'île était ici, elle portait le nom de l'île aux Basques. Et en 1964, la Société Provencher, face à ces pressions-là, dit que les fourneaux étaient sur l'île. Ils ont fait venir une équipe d'archéologues sous la gouverne de Charles Martin pour dégager les fours de la végétation pour les mettre en évidence. Ce que vous avez ici, c'en est un des 4 fours. Ces fours-là sont d'origine. Comme je vous disais, les 3 universités qui ont fouillé en 1990 ont pu confirmer avec, sans aucune hésitation, que c'est des fours qui sont d'origine d'époque. Alors, les fours, ils les ont fait parler aussi par leurs trouvailles. Jusqu'en 1964, c'est mis en évidence, c'est là, puis c'est resté, ça ne bouge pas dans le temps. La Société Provencher qui a acheté l'île l'a acheté pour la protéger, donc pas de destruction massive par l'être humain, qu'on a connu des années 1900, puis 1930, 40, 50. Donc,
Elle est protégée par la Société Provencher, y compris les fours. Alors, c'est en 1980 à peu près, 85, 83, 80, 85, que Laurier Turgeon, professeur d'histoire, responsable du département d'histoire de l'Université Laval, lui, dans sa thèse, dans son doctorat, il dit « Tiens, je vais aller faire une analyse sur le travail. Est-ce que les Basques étaient vraiment mis dans l'estuaire du Saint-Laurent? Je veux mettre ça à jour et éclairer ça comme il faut une fois pour toutes. » Il est parti au Pays Basque, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, du côté nord des Pyrénées. Et pendant 7 étés environ, il a fouillé les archives notariées des départs des pêcheurs basques et des chasseurs pour la baleine aux Terre-Neuve. Il a trouvé l'information, il a pu très bien identifier aussi que la famille Oyarzabal, qui venait de Cibourg, du Pays Basque Nord, étaient les détenteurs des droits de chasse ici, sur l'île aux Basques et autour de l'île aux Basques. Ce qui en ressort aussi, une fois que ces éléments-là sont inscrits dans des écrits notariés, ils les cueillent. Il y a de l'information aussi très intéressante et pertinente que tous les éléments qui se trouvent à bord du bateau, dont des cadeaux à remettre aux Indiens qui venaient leur aider, il fallait que c'était écrit notarié et c'est avec ça qu'ils pouvaient partir avec, disant, les financiers, on vous donne tant pour votre expédition et puis bien, quand vous revenez, vous vendez votre huile puis vous remboursez. Mais ça, tout ça a été écrit, a été retrouvé. Il vient cogner à la porte de la Société Provencher, M. Turgeon, il dit « Moi, j'ai de l'information pertinente, il faudrait que l'archéologie fasse son travail pour qu'elle puisse rejoindre l'histoire que j'ai en ma possession. » La Provencher accepte, les affaires culturelles s'impliquent, et c'est là, pendant 3 ans, les fouilles ont lieu ici. Ce qui s'en dégage, c'est que, d'abord, les pêcheurs basques étaient déjà à l'entrée du Golfe dès les années 1520, à Red Bay, au Labrador, sur les côtes est-atlantiques, Terre-Neuve, et ils ont rentré, à partir de 1520, ils ont commencé à entrer dans le Golfe Saint-Laurent et dans l'estuaire, parce que les baleines, depuis des millénaires, font le même trajet du côté sud de la Floride et des Antilles pour venir ici, au nord de l'île, au parc marin Saguenay-Saint-Laurent, s'alimenter tout l'été durant. Baleine bleue, rocade commun, la baleine noire ou franche, c'est celle-là qui était recherchée surtout, la baleine noire. Alors, les Basques montent le Saint-Laurent, ça prend 2 mois, 3 mois à traverser l'Atlantique avec leur voilier, font la chasse à la baleine à l'entrée du Golfe, retournent avec leur baril rempli d'huile, les vendent, reviennent l'année d'après. C'est un rituel comme ça, des va-et-vient entre les 2 continents. Ils ne disent pas à personne où ils vont, mais ils savent où ils vont. Finalement, 1520, 30, 40, 50, les baleines commencent à manquer à l'entrée du Golfe. Ils s'aventurent dans l'estuaire et s'aperçoivent qu'au nord de l'île, ici, il y a un troupeau de baleines qui passent leur été ici. Puis il y a une fichue de belle île pas loin qui leur sert de pied à terre en toute sécurité avec du bois pour pouvoir d'épaissir leurs baleines dans les anses en toute sécurité et aussi faire fondre des graisses sur l'île en toute quiétude. Cette petite île dans le fleuve Saint-Laurent était l'endroit rêvé pour le peuple basque qui pouvait y réaliser toutes les étapes de sa quête, de la chasse à la baleine à la récolte de l'huile. C'est ce qui fait que 1584, les Basques débarquent ici et construisent des fours. Il y en a 4 de construits sur l'île encore, du côté sud de l'île, et puis près d'un an tout le temps pour pouvoir recevoir leur prise quand ils arrivent de la chasse après l'avoir harponné, la remorquer à rame et les choux. Une fois qu'elle a été chouée et la marée baisse, là, ils dépècent les morceaux de graisse de baleine. Sur l'orifice de ces fourneaux-là était déposée une marmite en cuivre à fond plat que les Allemands déjà traitaient et vendaient aux Basques. Laurier Turgeon a ressorti ces éléments-là. Grosse marmite au-dessus. Sur le dessus, il y a un toit recouvert de tuiles rouges du pays. Les fragments ont été retrouvés autour du foyer ici. Et pendant que le feu était alimenté par du bois et des morceaux de graisse, de l'or, ils en mettent aussi des morceaux dans la marmite et ça chauffe, ça devient de l'huile. Le tonnelier installe ses tonneaux, remplit ça d'huile. Une fois que c'est fermé, monte à bord du bateau et bonjour la visite, on revient l'année d'après. Pendant qu'ils occupaient les lieux ici, les Amérindiens du territoire leur donnaient un coup de main. Les Amérindiens étaient des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Donc, pendant la logistique de la nourriture et de l'alimentation, les Basques s'occupaient de ce qu'ils avaient fait pour les baleines. Les Indiens, eux autres, les nourrissaient et les abreuvaient. Les Basques avaient une habitation d'une dizaine de mètres par 7-8 mètres de largeur ici. Les Amérindiens avaient des tipis là-bas, leur tente, et vivaient à leur façon aussi. Les 2 cohabitaient. Avant de partir pour l'Europe, pour 1 mois et demi, il fallait de la nourriture à bord du bateau. Donc, les Indiens s'occupaient de chasser, faire faisander la viande, la faire fumer pour pouvoir passer mettre dans ça, pour pouvoir repartir pour l'Europe. Alors, pour ce faire, les Basques leur donnaient des cadeaux. Ces cadeaux-là étaient inscrits dans les archives notariées
que ces mêmes éléments ont été retrouvés dans le sol de l'île 400 ans plus tard. C'est ce qui fait que l'histoire et l'archéologie ont dit, tiens, on vient de se rencontrer et c'est officiel que ces fourneaux-là, ça en fait possiblement les plus anciennes constructions par l'homme blanc ici au Québec. Même si c'est un simple amas de roches empilées une sur l'autre, ce sont des roches qui étaient empilées d'origine, on parle de 1580-1584. Jusqu'en l'an 1600, les Basques ont occupé le territoire ici à Chasser-la-Baleine jusqu'à l'exterminer. Le développement durable n'était pas à la mode. Et, entre-temps, il y a un certain Jacques Cartier qui a planté sa croix à Gaspé. Les Basques et le roi de France n'étaient pas des amis. Quand Cartier a planté sa croix, les Amérindiens ne savaient plus qu'il avait changé de nationalité. Et les Basques n'étaient pas intéressés à être sous le nom du roi aussi. Alors, les Basques ne s'occupaient pas du roi et de la croix de Cartier. On sait que Jacques Cartier, le 10 août 1535, à son deuxième voyage, il rentre, il monte le fleuve avec 2 Indiens à bord de son bateau. Et il fait tellement beau, il dit, tiens, c'est la fête de Saint-Laurent aujourd'hui. On va baptiser ce fleuve-là, le fleuve Saint-Laurent. Alors, depuis le 10 août 1535, Cartier le nomme. Et le 1er septembre 1535, Jacques Cartier passe au nord de l'île avec ses 3 caravelles. Et il regarde l'île verte. Il décrit l'île ici avec les Indiens. Les Indiens disent qu'il y a eu des guerres, ça a joué dur entre des tribus ici. Il appelle ça l'île au massacre, l'île de la guerre, c'est pas certain. Il y en a plusieurs dans le territoire des îles de la guerre, des îles au massacre. Mais ça reste de même, mais il passe au nord de l'île verte, il la trouve verdoyante, il dit, tiens, on va l'appeler l'île verte. Il rentre à Tadoussac pour la nuit, et là, il voit la business, les Amérindiens qui sont là à faire des échanges entre eux, puis là, ils découvrent, puis les autres, ils ne se sauvent pas. Des bateaux, des voiliers, ils n'avaient entendu parler, ils savent que ça existe. Donc, il passe là, puis il retourne. Et quand Cartier quitte à son 3e voyage en 1543, les Basques, eux autres, continuent à faire le territoire. 43, 1550, 1600, 1604, 1608, Champlain arrive. Là, le parti est fini. Le roi dit à Champlain, tu vas me développer ça, ces colonies-là. Puis les richesses qui sont ici, là, c'est à moi. C'est pas aux Basques, c'est pas à personne. C'est pas aux Hollandais, c'est pas aux Anglais. Donc, je vais avoir le contrôle sur ça. Là, les îles, Rivière-du-Loup, la Pocatière, le Rimouski, ça devient un théâtre de bataille. Les Blancs transportent leur guerre ici, en Amérique, pour la fourrure. Parce que c'est la fourrure qui avait pris la place. Alors, les Basques, jusqu'en l'an 1610, je vous dirais, 15-20, ont commencé à dire « goodbye, on s'en va ». D'ici, parce que la soupe devient trop chaude, l'autorité française devient plus forte, et là, ça joue dur. De ce que les historiens nous ont sorti par rapport à leurs fouilles, c'est qu'en 1610, il y a 2 Basques qui sont montés à Québec pour assassiner Champlain. Un certain Duval, qui faisait partie du complot, est rendu à Québec. Le complot a été avorté, et puis Champlain les a condamnés, les a exécutés, les a mis sur la place publique, disant aux gens qu'on ne badinait pas avec l'autorité française ici, qu'il fallait faire attention aux gestes qu'on posait. Donc, ça a été des guerres qui sont un peu comme retirées, et les Basques ont comme sorti du territoire, comme je vous dis, et sont devenus plus souvent qu'autrement des corsaires. Pourquoi se donner de la misère à chasser la baleine puis courir après les fourrures alors que les bateaux arrivent de l'Europe remplis de belles victoires puis ils repartent avec des belles fourrures ou quelque chose? Alors, ils commençaient à chasser les bateaux du roi. Et ça a été des guerres épiques là, dans tout le territoire ici pendant nombre d'années. Mais après ça, ils se sont comme éloignés un peu du territoire et ce sont nos ancêtres, à partir des années 1627, 30, 40, 50, qui ont commencé à occuper le territoire du Poitou-Charentes, ici, la Normandie, de la Bretagne. Ce sont nos ancêtres qui ont pris la place pour développer notre territoire sous forme de seigneurie un petit peu plus tard aussi. Alors, il y a eu une époque très intense ici. Pendant 40 ans, les Basques étaient en contact avec les Amérindiens. Quand on parle de Trois-Pistoles, qui est l'école de langue, la plus ancienne école de langue d'immersion française au Canada, bien, l'immersion de la langue là, entre les Amérindiens et les Basques, là, ça faisait longtemps qu'elle était mise en place ici. On parle de peut-être de 400 ans passés. La colonisation du territoire s'est faite à petite échelle. On a construit des villages éloignés les uns des autres. Cependant, on avait quand même besoin de voyager d'une place à l'autre. Les chemins carrossables n'existaient pas, c'est par le fleuve qu'on passait. Le fleuve, cette voie d'eau, qu'empruntaient les voitures d'eau. Lorsque la colonie a été fondée à Québec, il y avait déjà des installations qui étaient en Acadie. C'était un long périple, cependant, que de partir de Québec en bateau pour aller rejoindre ces territoires.
Les colonisateurs, les chasseurs, les coureurs des bois ont emprunté des chemins qui avaient été tracés par les Amérindiens. Un de ces chemins, c'est le chemin du lac. Vous connaissez sans doute cette route qui relie Notre-Dame du Portage à Saint-Antonin. Et lorsque vous l'empruntez, bien, à votre grande surprise, au bout du chemin, il n'y a aucun lac. Alors, pourquoi cette dénomination pour cette route? Eh bien, c'est juste qu'à l'époque, il y avait un sentier de portage qui partait de Notre-Dame du Portage et qui se rendait jusqu'au lac Témiscouata. De là, l'appellation le chemin du lac. C'était une façon facile de couper la route, un long portage, cependant difficile, mais qui permettait, en arrivant au lac Témiscouata, par la suite de rejoindre le fleuve Saint-Jean et de là de déboucher jusqu'en dans la baie de Fundy. Dès les premiers temps, les occupations françaises ont privilégié ce lieu de passage. Bon, on a un peu élargi le chemin pour faciliter le transport des gens. C'est plutôt suite à la conquête anglaise que le chemin a vraiment pris sa mesure. On a déboisé pour laisser passer 4 hommes de front. Des postes avaient été établis le long du chemin, des postes de relais, des postes pour faciliter l'hébergement de voyageurs. Et à la fin du chemin, on avait construit un fort de défense à ce qui est maintenant l'emplacement de la ville de Cabano, un fort qu'on avait appelé le fort Ingard. Ces sentiers de portage permettaient donc de rejoindre plus facilement et plus rapidement les territoires. Pourquoi le peuple basque parcourait de si longues distances pour venir chasser la baleine chez nous? Quand les Basques ils ont commencé finalement à chasser la baleine il y a environ 500 ans passés, les baleines montaient le long des côtes de l'Espagne et de la France pour se rendre à la mer du Nord, où les Vikings les attendaient aussi, les baleines. Alors, ils ont commencé à chasser, mais avec des chasses abusives, il a fallu qu'ils s'éloignent de la côte espagnole, de la côte française, pour s'en aller sur les océans. Ils sont arrivés ici, et finalement, puis ils ont trouvé des baleines pareilles, donc ils ont continué à chasser. L'huile de baleine fondue des graisses, c'était du carburant, c'était le pétrole de l'époque. Alors, exemple, les bateaux qui étaient ici, c'était environ des 100 tonneaux. Le mien, mon petit bateau, c'est 5 tonneaux. Il y avait 2-3 bateaux à la fois. Ça prenait 1 mois et demi à 2 mois à traverser. Des fois, il y en a qui revenaient, d'autres qui ne revenaient pas. Et passaient l'été ici, avec le froid reprendre, ils retournaient. On dit que ça prenait environ 6 baleines noires ou franches, c'est la même sorte de baleine, qui pouvaient servir à remplir une cale de navire d'huile de 100 tonneaux. Alors, sur le navire 3, ça faisait une vingtaine de baleines de moins, à part de celles qui étaient ratées. Et cette huile-là, vendue sur le marché, aujourd'hui, c'est environ 5 millions de dollars canadiens. Ça représentait. Donc, il venait pas ici pour le plaisir. C'était la business. Et alors, une fois que cette huile-là était rendue en Europe, elle était vendue sur tout le continent européen. Et Paris a déjà été alimenté, toute la ville, les rues de Paris, les maisons, par l'huile de baleine. Alors, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, mais seulement que ça vous donne une idée, c'était un gros village, mais il en fallait de la baleine tuée pour pouvoir alimenter ces lampes de rue-là dans toute l'Europe. C'était un produit très recherché. C'est une huile qui était très raffinée et qui ne faisait pas de fumée. Donc, c'était d'une impeccabilité au niveau de la propreté. Et même dans la baleine, ici, quand il attaquait, les fanons de baleine, qui étaient du fibre de verre pour garder le krill, bien, ces fanons-là, ils s'en servaient pour faire des corsets à baleine. C'était le corset comme tel, constitué avec des lanières de fanons de baleine. Ça devenait un corset de baleine. Il est possible de séjourner à l'île aux Basques. Des chalets modernes y ont été aménagés. Certains fréquentent l'endroit depuis très longtemps et reviennent aussi souvent qu'ils le peuvent. Bien, moi, c'est Mélanie Grenier, puis je viens avec ma mère puis notre famille depuis plusieurs années, je dirais 20 ans certains pour moi. Puis bien, ce que j'aime, c'est retrouver la nature, puis retrouver le fait aussi qu'il n'y a pas de... C'est très, très rustique ici. On n'est presque pas sur l'île et puis c'est ça, on peut se promener dans les sentiers, on voit presque personne. On peut vraiment profiter des oiseaux, des phoques, on voit des canards, c'est ça. On apprécie beaucoup. Puis l'histoire aussi qu'il y a sur l'île, c'est très intéressant.
Bien, moi, je suis Diane Laberge. Ça fait au-delà de 40 ans que je viens ici, au temps où il y avait une grosse héronnière et c'était vraiment très agréable. Et puis, ben, on aime venir ici, puis moi, j'aime particulièrement parce qu'on se retrouve en famille, on a un très beau contact ici, aidé par toute la belle nature qui nous environne. On peut faire le tour. C'est une île qui n'est pas trop grosse et puis qui n'est pas trop petite non plus, fait que c'est vraiment agréable. On voit des champignons, des plantes de la mer, c'est vraiment bien. Très varié aussi au niveau de la flore puis du côté de l'île. On peut se promener puis il me semble que c'est jamais pareil. À toutes les 5 minutes, on a une vision différente ou une vue différente de la nature puis de ce qui nous entoure. Moi, ce que je trouve merveilleux ici, c'est que, puis j'ai fait l'expérience, et c'est tellement isolé. C'est une île, hein, donc on se sent isolé, on sent on a fait 3 heures de route, là, mais c'est comme si on était au bout du monde. Et puis l'année dernière, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je suis restée 4 jours toute seule, ici sur l'île, et puis pas de crainte, il fait noir, tu peux aller te promener. Non, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Puis le bébé va continuer à nous suivre dans nos escapades une fois par année. On vient ici en famille. On fait le tour de l'île, on joue sur les roches, puis on va à la plage. Toi, Jannick, qu'est-ce que tu aimes? Ben, moi, j'aime ça me promener dans les bois, là, puis c'est ça, non? Trouver toutes sortes de choses sur le bord de la mer aussi, hein? Mon plus beau souvenir de l'île, c'est peut-être 7-8 ans. Je me promenais sur le bord de la plage. Il y a comme une plage à marée basse là, qui apparaît, qui est vraiment longue. Puis il y avait des dizaines de phoques qui étaient là sur le bord, puis qui s'approchaient de nous, puis qui étaient curieux, voulaient nous voir. Puis on se déplaçait, puis ils se déplaçaient avec nous. Donc c'était vraiment magique. C'était vraiment près, là. Ici Mireille Poulain, directement de la station exploratoire du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, à la chronique Go Oiseaux, nous parlons des observations faites par les ornithologues amateurs sur les îles du Bas-Saint-Laurent. Certaines îles sont plus accessibles que d'autres et les observateurs d'oiseaux en profitent. Par exemple, moi-même, en 1998, lorsque j'habitais sur la rive sud de Montréal, j'ai pu profiter d'un voyage de mon cube d'ornithologie sur l'île Verte. À cet endroit, j'ai pu découvrir l'eider à duvet pour la première fois. On a même trouvé un eider à tête grise, une espèce rare et très colorée. J'y ai vu aussi mon premier bruant de Lincoln et mon premier troglodyte des forêts. Sur l'île aux Basques, on y va principalement à l'automne et c'est très, très bon pour les oiseaux de rivage. C'est une halte migratoire assez importante et un endroit facilement accessible pour aller les observer. Alors, si vous vivez dans le Bas-Saint-Laurent, profitez-en, c'est un endroit parfait pour observer les oiseaux. En plus de découvrir l'histoire avec un grand H, le visiteur peut se rendre admirer une colonie de phoques qui habitent sur un rocher près de l'île aux Basques. Oui, alors durant l'été, ici, ce qu'on appelle ici, c'est à l'ouest de l'île aux Basques, ce qu'on appelle la caille d'en haut. Et tout l'été durant, les phoques viennent s'y prélasser sur les rochers, se faire chauffer, c'est le petit lard, quand il fait beau soleil, alors ils passent leur été sur les roches. Puis quand la marée monte, alors là, ils vont pêcher, ils vont se nourrir, ils vont s'alimenter. Alors ce sont des phoques communs qu'on retrouve ici tout l'été durant, jusqu'à mi-décembre au moins. L'île aux Basques est riche d'histoire. Vous pouvez la visiter et même y séjourner. Une belle manière de relaxer et de se ressourcer tout en marchant dans les traces du passé. Ah, faut pas rien oublier ici, hein? Les dépanneurs sont loin. Je m'appelle Marc Larouche, on vous parle de la pointe de Rivière-du-Loup. Déjà notre dernier rendez-vous avec Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. On va s'ennuyer. Oh,
moi aussi. Mais avant de se quitter, tu nous parles de sentiers pédestres. Oui, les sentiers pédestres. Au Bas-Saint-Laurent, on en a quand même plusieurs. On en a un magnifique qui s'appelle le Sentier national. 144 km pour les amateurs là, qui veulent avoir une vraie marche. Là. Ça, c'est vraiment Compostelle, Bas-sur-le-Bas-Laurentien. Oui, si on veut. Et donc, vous partez de Trois-Pistoles et puis vous vous dirigez vers Desjely. Donc, un sentier pédestre exclusivement pédestre, donc dans plein milieu de la forêt, de toutes sortes de forêts. Vous passez aussi par le Parc national du lac Témiscouata. Donc, des paysages à couper le souffle. Et c'est 4 saisons aussi, autant l'hiver en raquette. Ensuite, Rimouski, vous avez le canyon des Portes de l'Enfer aussi. Donc, plusieurs sentiers qui sont au canyon, mais vous avez aussi une multitude d'activités qui entourent tout ça. Rimouski, en bas, la promenade de Pointe-au-Père jusqu'à Sainte-Luce et même en commençant avant Rimouski, Sacré-Cœur, tout ça, toute la promenade le long du fleuve. Donc, vous avez environ une vingtaine de kilomètres pour vous amuser. il y a évidemment aussi le parc des Chutes à Rivière-du-Loup. C'est un endroit extraordinaire. Rivière-du-Loup qui a une chute en plein centre-ville, c'est très rare. Oui, 33 mètres de hauteur, donc il y a environ une douzaine de kilomètres au travers des vergers anciens aussi, donc très bel endroit. Et ici, au parc de la Pointe, c'est très beau. On peut promener autant sur le bord de la greffe que sur le sentier aménagé juste en haut. Le parc de la Pointe, évidemment, là où tout le monde se pointe. Eh oui! C'est là-dessus que prend fin cette première saison des Îles au Trésor, en espérant que nous avons pu vous faire découvrir un peu plus ces endroits magnifiques situés dans le fleuve Saint-Laurent. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été des nôtres, en espérant vous retrouver pour une prochaine saison. Au revoir et bon vent!